L'antijudaïsme, en fait, antique, va bien au-delà de l'antijudaïsme. À savoir, tout d'abord, les Juifs, en fait, sont l'image de la différence. Et dans un domaine particulièrement sensible, puisque c'est celui de la métaphysique, c'est celui du rapport de chacun à l'au-delà. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect politique qui est très important. On a vu que l'idée d'un État indépendant, d'un État juif, d'un État d'Israël, est une notion qui émerge, qui se structure également à cette époque-là. Et Dieu sait si c'est une question d'actualité. Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Depuis le pogrom du 7 octobre 2023 en Israël, les actes antisémites se sont multipliés partout dans le monde. Si cette intensité nous frappe, la haine des Juifs n'a semble-t-il rien de nouveau. Il faut remonter très loin dans le temps pour retrouver les origines de cette hostilité et de la persécution du peuple juif qui se manifeste à travers les siècles sous différentes formes. Au cœur de l'histoire, vous propose une série spéciale en 5 épisodes pour revenir sur les origines de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme depuis l'Antiquité jusqu'à la Shoah au XXe siècle. Avant l'antisémitisme, qui est un concept moderne dont nous parlerons jusqu'à nos jours, il y avait l'antijudaïsme. Pour revenir sur cette vision propre à la période de l'Antiquité, j'ai le plaisir d'accueillir François Lefebvre, professeur d'histoire grecque à l'université Paris-Sorbonne et auteur du livre Histoire du monde grec antique, paru aux éditions Poche. Bonjour François Lefebvre. Bonjour Virginie. Pour commencer, il faut éclairer un petit point de vocabulaire. Pourquoi est-ce qu'on parle d'antijudaïsme dans l'Antiquité et pas d'antisémitisme ? Alors, tout simplement parce que antisémitisme suppose la notion de race, et c'est une notion que les anciens, les Grecs et les Romains n'ont pas clairement formulée. Pour les Grecs, les Juifs sont un ethnos, un peuple. Pour les Romains, c'est la même chose, ils parlent de gens ou de nation. Et en revanche, ils associent très précocement les Juifs à leur religion, à la religio. Et donc, on va raisonner sur des termes culturels et pas du tout sur des termes de race. D'ailleurs, le monde antique, c'est un monde qui est païen très majoritairement. Alors, est-ce qu'on sait dans quelles conditions apparaît la religion juive ? Est-ce qu'on a des témoignages historiques qui permettent de retracer son origine ? Alors, le peuple d'Israël est connu par les textes pharaoniques depuis la fin du XIIIe siècle, mais pour nous, véritablement, les choses commencent avec le retour de l'exil de Babylone, avec Esdras, le scribe, qui reconduit à peu près 5000 de ses coreligionnaires en Judée, à Jérusalem, depuis Babylone, et qui promulgue le respect impérieux de la Torah, avec la loi mosaïque, c'est-à-dire les commandements de Moïse, et notamment, le plus important d'entre eux, le fait de ne pas se mélanger, c'est-à-dire d'avoir des mariages entre juifs. Et on est à quelle époque, là ? Alors, on est vers 460 avant notre ère, donc au 5e siècle. Au 5e siècle, parce que, évidemment, nous, on a en tête les péplums hollywoodiens qui racontent la sortie de l'Égypte avec Moïse, la traversée du désert. Est-ce que c'est un fondement de réalité ou c'est du cinéma ? Alors, personne ne sait véritablement, mais il semblerait que non, en tout cas rien qui corresponde vraiment. Les sources dont je vous ai parlé à l'instant, c'est une inscription pharaonique de Meremta, le fils de Ramsès II, qui se vante tout simplement d'avoir vaincu le peuple d'Israël. Donc, difficile à partir de ça de retrouver Yul Brynner et Charlton Heston. D'une manière générale, les grands textes fondateurs, c'est ce qu'on appelle l'archéologie biblique, mais on pourrait dire à peu près la même chose de l'Iliade et de l'Odyssée, faire correspondre ce qu'il y a dans ces texte fondateur magnifique avec la réalité historique est une gageure. J'imagine bien. Alors justement, vous l'avez dit, ce peuple s'installe donc dans une zone qu'on appelle Israël, qui sera plus tard la province de Judée. Est-ce que les peuples qui sont installés là sont homogènes ? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'appartenir à un tout ? Ou est-ce qu'il y a des sous-ethnos, des ramifications ? Alors le peuple juif lui-même est très hétérogène en fait dans son faciès. Alors quand on le connaît, quand on commence à le connaître mieux, c'est-à-dire justement à partir du 5e, 4e siècle, il y a tout un tas de catégories qu'on peut repérer. Bon, d'abord, Esdras a entériné le schisme avec les Samaritains, qui eux sont centrés autour du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Et puis après, on repère par exemple une classe, une aristocratie sacerdotale, et qui va avoir tendance à être plus ouverte sur le monde extérieur, notamment sur l'hellénisme, avec tout en haut le grand prêtre, qui en général qui est pris toujours dans la famille des Oniades. Il y a une aristocratie foncière, elle aussi ouverte sur les influences extérieures. Il y a des desservants du culte qui sont beaucoup plus modestes, ce qu'on appelle les Lévites, parce qu'ils viennent de la tribu de Lévi. Il y a les scribes, les
commentateurs de la Torah qui, eux, sont beaucoup plus conservateurs, traditionnalistes, et qui produisent ce qu'on appelle les hassidim, c'est-à-dire les pieux, qui ont sans doute une certaine audience auprès du petit peuple qui existe aussi. Finalement, tout cet ensemble va poser beaucoup de problèmes, parce que lorsqu'il y aura des révoltes, il est très difficile pour le pouvoir de tutelle d'avoir un interlocuteur en réalité. Et beaucoup de problèmes vont venir de cette hétérogénéité. Mais justement, à partir du IVe siècle, cette hétérogénéité va être bousculée par un autre peuple qui arrive. Ce sont les Macédoniens avec les conquêtes d'Alexandre le Grand. Comment se passent ces conquêtes ? Comment il considère les Juifs, Alexandre, par exemple ? Alors, semble-t-il, les premiers contacts, et même assez durablement, sont tout à fait positifs, sont tout à fait bons. Alexandre, par exemple, dont on ne sait pas s'il est venu à Jérusalem, il était en route vers l'Égypte, et il a visiblement apprécié, il a enrôlé beaucoup de soldats, beaucoup de mercenaires donc auprès des Juifs qui ont la réputation d'être bons combattants parce que, croyant à l'immortalité de l'âme, ils craignent moins la mort que les autres. Et il en a, semble-t-il, emmené beaucoup avec lui, dont un certain nombre se sont établis à Alexandrie, où on sait qu'ils habitaient dans un quartier, le quartier Delta, qui n'était pas du tout un ghetto. On sait après qu'il y a des synagogues un peu partout, et où donc les choses se sont passées très positivement. Alors on a quelques textes de cette époque-là, ou immédiatement postérieure, quelques textes grecs, qui montrent toute la considération que les Grecs ont pour les Juifs. Par exemple, Théophraste, le successeur d'Aristote, à la tête du lycée, considère que ce sont des philosophes nés. Pourquoi ? Parce qu'il est impressionné par leur capacité à se recueillir, à méditer, à avoir des pensées profondes. Et puis on a un autre historien qui est connu par des auteurs plus récents, qui s'appelle Hécaté d'Abdère, et qui lui considère que Moïse a été un très grand homme d'État, très inspiré. Il y a juste une petite graine qui est semée par Hécaté d'Abdère qui dit juste, mais sans le critiquer, c'est simplement un constat pour lui, que les Juifs sont, on va traduire, misanthropes et xénophobes. C'est-à-dire qu'ils sont à part. C'est l'idée de la marginalité qui émerge là. Mais c'est un constat, ça n'est pas du tout une critique. Et alors après, ça se passe un peu de la même manière, parce qu'après Alexandre, on a en Égypte la dynastie des Ptolémées, les Lagides. Et Ptolémée II, par exemple, vers 270, a cette curiosité de vouloir faire traduire la Bible en grec. C'est la fameuse Bible des Septante, qu'il envoie une mission diplomatique à Éléazar, le grand prêtre, et il lui demande de lui fournir 70, c'est pour ça qu'on parle de Septante, alors en fait je crois qu'ils étaient 72, traducteurs, spécialistes, érudits, qui vont traduire en grec, pour la grande bibliothèque d'Alexandrie, la Bible. Et ensuite, tout est à l'avenant, c'est-à-dire que la Judée est une province autonome sous les Lagides, et puis ensuite quand elle passe sous le contrôle d'une autre dynastie, celle des Séleucides, qui règne en Asie, vers 200, eh bien c'est à peu près la même chose. Antiochos III promulgue la charte de Jérusalem qui garantit la liberté, alors le grec dit de judaïzein, c'est-à-dire de faire les Juifs, d'être Juifs, d'avoir leur religion, et même ils ont un statut très favorable, des exemptions fiscales, des dons, etc. etc. Donc tout commence sous les meilleurs auspices. Est-ce que malgré tout, c'est à cette période, qu'on appelle la période hellénistique, qu'on voit apparaître les premiers actes d'anti-judaïsme ? Et puis qu'est-ce que c'est que l'anti-judaïsme à ce moment-là ? Ça se traduit comment ? Alors, l'anti-judaïsme, ce serait le rejet des comportements, de ce qui est l'essentiel du comportement des Juifs, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'observance de leur religion. Alors, et c'est corrélé à la notion d'hellénisation aussi, c'est-à-dire assimilation ou pas assimilation. Alors, les élites étaient dans l'ensemble assez hellénisées. Ce qui se produit en fait, et alors ça c'est un débat, enfin une question sur laquelle il vaut la peine de s'attarder, ce qui se produit c'est un enchaînement malheureux de circonstances. C'est-à-dire qu'après ces bons débuts, vers 175, se produit justement une querelle très forte à l'intérieur à Jérusalem, à l'intérieur du peuple juif. Il y a les hellénisants, ceux qui sont les élites, ceux qui sont pour renforcer la dimension grecque, et puis les traditionalistes. Et un grand prêtre a voulu prendre un certain nombre de mesures, transformer Jérusalem en cité grecque, construire un gymnase. Et ça a provoqué une crise qui a amené le souverain séleucide de l'époque, Antiochos IV, à intervenir. En gros, Antiochos a pris le parti des hellénisants. Et il n'y est pas allé de main morte, c'est-à-dire qu'il a imposé une statue de Zeus olympien dans le grand temple. Ce qui évidemment n'a pas dû très bien passer. Ce qui évidemment était intolérable. Et
À partir de ce moment-là, la révolte est devenue générale. Elle est très connue, puisque c'est la révolte de Juda Maccabi, c'est-à-dire la guerre des Maccabées. Et finalement, profitant de la déliquescence de la dynastie séleucide, les Juifs ont eu pour la première fois un État indépendant. Et pendant jusqu'à 63, jusqu'à la conquête par Pompée. Et venons-en justement à cette conquête par Pompée. Donc la Judée devient romaine. Comment le peuple juif se distingue des Romains et des Grecs à ce moment-là? Donc vous parliez de l'observance de la religion. Les questions que vous posez là sont les questions les plus difficiles parce que donc elles sont bonnes. sont les questions de vie quotidienne. Et là-dessus, on est assez mal renseigné puisque ce sont les crises qui sont illustrées le plus souvent. Alors, il y a toujours ces différences entre les différentes catégories sociales, bien sûr. Mais ce qui choque le plus, c'est pour les anciens, les juifs, c'est amixia, le fait de ne pas se mélanger, et athéia, qu'il ne faut pas traduire par athéisme. L'athéia, c'est le fait de ne pas reconnaître les dieux de la communauté. Alors là, on touche le point le plus sensible. La religion antique, des Grecs et des Romains, est une religion collective, une religion ritualiste. Il faut que la communauté soit unie pour se mettre en règle avec les dieux, sinon il peut y avoir des problèmes. C'est pour cette raison, d'une certaine manière, je crois qu'on peut faire le parallèle, que Socrate avait été condamné à mort. Socrate est accusé d'introduire un nouveau dieu qui est en fait son démon, qui est quelque chose de tout à fait personnel, et qui n'est pas soluble dans la religion collective. C'est en quelque sorte sa conscience, ça n'a rien à voir avec le démon chrétien. C'est ça, c'est quelque chose de ce genre. Et en plus, Socrate, il y a aussi chez Socrate cette dimension de bouc émissaire, un moment où tout va très mal, et qu'on retrouve d'une certaine façon avec les Juifs. Et donc c'est là-dessus que va prospérer donc l'anti-judaïsme. D'ailleurs, les Romains sont plutôt ouverts de manière générale avec les religions des autres, de ceux qu'ils ont annexés. Ils demandent juste une chose, d'ailleurs, que vous avez souligné, c'est qu'il faut quand même faire corps, appartenir à l'Empire romain. Et pour ça, il faut juste rendre le culte impérial. De quoi s'agit-il à ce moment-là? Et est-ce que les Juifs acceptent de rendre le culte impérial? Alors, c'est quelque chose de totalement politique, le culte impérial, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait de montrer sa fidélité à l'empereur. Les Juifs ont une exemption. C'est-à-dire qu'ils doivent simplement adresser des prières pour le salut de l'empereur, etc. Mais il n'y a pas de statut du prince dans le temple. Alors, ils ont obtenu toutes ces faveurs grâce au fait qu'après la conquête de Pompée, ils ont su entretenir les meilleures relations avec deux personnages clés, César et Auguste. Alors, ça vaut la peine d'en dire juste deux mots. César voue une reconnaissance éternelle aux Juifs parce que lorsqu'il est à Alexandrie et qu'il noue cette idylle fameuse avec Cléopâtre, il est en très mauvaise posture. C'est ce qu'on appelle la guerre d'Alexandrie. Alexandrie est une cité très tumultueuse qui se révolte facilement. Et ce sont les Juifs qui dépannent César en lui envoyant des troupes, en lui envoyant des subsides. Et César ensuite a multiplié les générosités envers les Juifs par reconnaissance, si bien que les Juifs de Rome, qui avaient été ramenés comme esclaves, ensuite affranchis par Pompée, sont, paraît-il, entrés dans un immense deuil à la mort de César. Et Auguste a continué sur le même registre, multipliant les faveurs, les exemptions fiscales pour pouvoir financer le temple, le droit d'avoir des marchés séparés pour respecter les interdits alimentaires, et même une chose étonnante, vous savez qu'à Rome, il y avait périodiquement des distributions de grains, de blé, ce qu'on appelle une frumentatio. Eh bien, Auguste avait donné la consigne que lorsque ces frumentationes avaient lieu un samedi, le jour du sabbat, eh bien, on réserve la part des Juifs pour qu'ils puissent venir la prendre le lendemain. Donc dans l'Empire romain, ça se passe plutôt bien, les rapports entre les Romains et les Juifs. Et cependant, c'est pendant ce premier siècle de notre ère que va avoir lieu ce qu'on pourrait qualifier de manière anachronique de premier pogrom. De quoi s'agit-il? Voilà, alors c'est la fameuse histoire de 38 de notre ère qui démarre un peu sur un incident. C'est le nouveau roi de Judée qui en fait est un homme de paille envoyé par Caligula, Hérode Agrippa, qui fait halte à Alexandrie, une escale en quelque sorte à Alexandrie avant d'aller en Judée, et on dira que ça se passe de manière un petit peu voyante. Et ça irrite la population. Et il faut dire que les Juifs à ce moment-là ont une position en fait qui est un petit peu délicate parce qu'à Alexandrie il y a en fait trois strates. Les Grecs qui sont les seuls citoyens, mais un peu aigris vis-à-vis des Romains, parce que Auguste s'est vengé de Cléopâtre et de Marc-Antoine. En faisant une province romaine impériale. Alors, en faisant une province et en même temps en supprimant à Alexandrie son conseil des citoyens. Et ça, ceux-là, ils sont au-dessus des Juifs. Et puis, en dessous, il y a les Égyptiens, qui, eux, depuis la plus haute antiquité, n'ont jamais été amis avec tout ce qui venait de la Palestine, de la Syrie, etc. Donc, ils sont pris un peu en étau.
Et cette occasion est donc le prétexte. Les Grecs et les Égyptiens se mettent en fait ensemble pour organiser au théâtre une parodie, une satire d'Agrippa. Et les Juifs, évidemment, se mettent en colère. Et à partir de ce moment-là, c'est un déchaînement de violence. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, un personnage, on sait que c'est là l'éclatement d'une colère qui, nous dit-on, couvait depuis longtemps. Alors, en réalité, les premiers germes de la littérature anti-juive, anti-judaïque, il faut les faire remonter à l'épisode précédent. Les épisodes du IIe siècle dont on a parlé tout à l'heure ont donné un coup d'éclairage. Et c'est là, coïncidence ou lien logique, qu'apparaissent notamment avec un grand penseur de l'époque qui a formé Cicéron, par exemple, qui s'appelait Poseidonios d'Apamée, donc Apamée en Syrie, quelqu'un qui connaissait, a pour la première fois développé des idées. Par exemple, les Juifs dans le temple honorent un âne à tête d'or. Les Juifs, chaque année, prennent un Grec, l'engraissent dans le temple pour le sacrifier. Et en cette occasion, ils prêtent un serment contre les Grecs. Bon, alors oui, c'est l'image du Juif idolâtre, comploteur, qui apparaît. Et vous retrouvez ça chez Cicéron. Cicéron, dans un plaidoyer, le Pro Flacco, parle à propos des Juifs, parce que les Juifs sont mêlés à cette affaire. Il parle devant des Juifs, et il parle des Juifs, c'est une turba suspiciosa, c'est-à-dire une foule inorganisée. Et suspiciosa, on forcerait à peine le terme en le traduisant par parano. Exactement. En réalité. Et il évoque aussi la barbara superstitio, la superstition barbare des Juifs, en parlant de leur religion. Et en fait, c'est tout ça qui a couvé, semble-t-il, et qui ne demandait qu'à éclater à l'occasion d'une circonstance. Cette circonstance, elle arrive en 1938. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette année en 1938 ? Parce que l'un des agitateurs, c'est Appion, un intellectuel d'Alexandrie. Alors Appion, c'est un héritier de ce courant de pensée, en réalité, un érudit, un rhéteur, un intellectuel. On a en fait l'affrontement de deux intellectuels. Appion du côté anti-juif et puis Philon d'Alexandrie du côté juif. Et c'est par Philon qu'on est renseigné par ces choses. Alors, c'est une gradation, c'est une escalade. C'est-à-dire que ça commence par le pillage des biens des Juifs. Et puis ensuite, on les enferme dans le quartier d'Alexandrie, le quartier Delta, dans un réduit. On peut commencer à parler de ghetto, là, véritablement, pour les affamer. Et puis ensuite, pour essayer de les exterminer, on brûle les synagogues, etc. Tous ne sont pas exterminés parce qu'après, il y a une phase de vengeance des Juifs. Et finalement, ça va se solder par 2 ambassades contradictoires à Rome. D'abord auprès de Caligula. Ensuite, Caligula meurt et c'est finalement Claude qui va régler le problème avec une espèce de jugement de Salomon, c'est-à-dire maintenir les Juifs dans leur position en leur recommandant bien, en leur faisant bien comprendre qu'ils ne peuvent prétendre en aucun cas à la citoyenneté à Alexandrie. Donc les maintenir dans une position intermédiaire. Et d'ailleurs, à partir de là, on voit que des intellectuels de Judée, et je pense notamment à Flavius Joseph, entretiennent des liens assez étroits avec le pouvoir impérial romain. Il était proche de l'impératrice Popée notamment. Voilà, alors ça pose la question d'une manière générale des relais que les Juifs peuvent avoir à Rome. Ils en ont eu d'excellents, sous César, sous Auguste. Là, les choses commencent à changer. Alors, on sait que, par exemple, Philon a eu maille à partir quand il est arrivé dans son ambassade à cause d'un Égyptien qui était un affranchi et qui, évidemment, faisait du lobbying anti-juif. Lui, Flavius, a pu entrer en contact avec un favori de Néron, qui était un Juif, un acteur, qui s'appelait Alitourus. Et peut-être a-t-il eu, effectivement, de bons contacts avec Popée, dont on soupçonne qu'elle était sympathisante. Il faut bien comprendre que c'est une phase de grand essor, de grand prosélytisme du côté des Juifs. Et certains ont même envisagé que près de 10% de la population de l'Empire, à ce moment-là, était gagnée par un appétit religieux, c'est-à-dire des soucis d'eschatologie. Après tout, le judaïsme propose un avenir après la mort, une vie après la mort. Que la religion romaine ne promet pas. Absolument. Mais alors, le Talmud parle de Juifs de la porte, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui se convertissent, ils ont des sympathies. C'est peut-être d'ailleurs parmi eux que se recrutent beaucoup de chrétiens. Et malgré tout, même si on a une classe intellectuelle et aristocratique juive qui est proche de l'Empire romain, il y a des révoltes, et je pense notamment à la grande révolte de la Judée, qui va être jugulée par Vespasien, par Titus, et qui va mener à la destruction du temple de Jérusalem. Il faut voir la destruction de ce temple comme un acte anti-judaïque, selon vous, ou comme un pur acte impérialiste romain ? Alors, moi, je dirais même comme un acte de police et de rétablissement de l'ordre. Il s'agit essentiellement de cela. Ça a été très compliqué
Hein, ça ne s'est pas fait tout seul. Non. Et puis, il y a cet épisode spectaculaire à la fin qui est assez connu de Masada, hein, où les zélotes, c'est-à-dire les plus extrémistes, parce que c'est là que les Romains ont rencontré les difficultés que j'évoquais au début, dues à l'hétérogénéité du peuple juif. Donc, Masada, c'est un suicide collectif, hein, les Juifs qui refusent de se rendre. Et c'est un site très important, puisque je crois qu'aujourd'hui, Tsahal a des cérémonies officielles, cérémonies de prestation de serment, hein, à Masada. C'est quelque chose qui est très, très important. J'aurais presque envie de dire que la conséquence la plus importante de cette révolte, c'est la mesure que Vespasien prend à la fin. Vous savez, Vespasien qui avait toujours besoin d'argent, c'est bien connu. Oui. Et l'argent n'a pas qui d'odeur. instaure un impôt spécial, le fiscus iudaicus, très modeste, mais qui était une capitation qui touchait tout le monde et qui en fait détourne les dons au temple qui n'existent plus au profit de Jupiter capitolin. Et en fait, si vous voulez, c'est un impôt discriminatoire. C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire que c'est une étoile jaune fiscale, en quelque sorte. Hein. C'est un geste humiliant, indépendamment du fait qu'il rapporte de l'argent. Mais par ailleurs, on connaît la fabuleuse histoire d'amour entre Titus et Bérénice, donc Titus, futur empereur romain, et Bérénice, princesse juive, mais ils ne pourront jamais se marier. Ça montre bien que finalement, même s'il y a des collusions dans l'aristocratie, on ne peut pas arriver à unir ces deux peuples. Ils vivent côte à côte. Oui, c'est ça. Alors là, j'aurais envie de vous répondre en disant « Pour jamais, ah Seigneur, songez-vous en vous-même, combien ce mot cruel est affreux quand on aime, etc. » Et en plus, vous connaissez les vers, c'est parfait. Ce serait trop facile. Alors, bon, pour revenir à nos moutons, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on voit émerger petit à petit dans l'Empire romain des actes anti-judaïsme ou une pensée anti-judaïque qui se renforce ? Alors, toujours pareil, on suit les petites graines qui ont été semées à l'époque grecque. Alors, on peut citer Sénèque. Alors, Sénèque, c'est intéressant parce qu'il renverse la perspective. Les Juifs étaient sous Alexandre des combattants courageux. Sénèque lui insiste sur le sabbat en disant qu'est-ce que c'est que ces gens qui se mettent en grève un jour par semaine et qui refusent de combattre. Et il parle de gens sceleratissima, scélérate. Quintilien, lui, évoque une population pernicieuse. Et quant à Tacite, alors il y a une page tout à fait extraordinaire de Tacite qui utilise un auteur égyptien du IIIe siècle qui s'appelait Manéthon, qui a écrit une histoire de l'Égypte qu'on a perdue. Hein. Et Tacite lui insiste sur le fait que les Juifs font tout au contraire des autres. Il emploie le terme absurdus. Hein, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas. Et c'est aussi parmi ce peuple juif que va apparaître une nouvelle religion, le christianisme. Et ce sont les Juifs qui vont demander à ce que ce fauteur de troubles qu'est Jésus soit crucifié par l'autorité romaine. C'est le Sanhédrin, le conseil juif qui demande cela. Est-ce que, dès le départ, les premiers chrétiens vont s'opposer aux Juifs en les voyant comme des déicides ou c'est une construction qui va venir plus tard ? Alors c'est un peu plus tard, c'est-à-dire on attribue cette distinction, ce mythe tendancieux, comme dira Jules Isaac, hein, du fameux manuel d'histoire. C'est-à-dire on attribue ça à un personnage qui s'appelle Justin de Naplouse, hein, en Cisjordanie, c'est-à-dire de Néapolis, c'était une colonie romaine, à la fin du 1er siècle, en charnière entre le 1er et le 2e siècle. En fait, c'est une manière de se distinguer, de marquer la différence, parce que les chrétiens ont du mal à exister, en fait, par eux-mêmes. Alors, on peut en trouver une illustration dans un texte très pittoresque des Actes des Apôtres, qui raconte quand Paul est arrivé à Éphèse, qu'il a mis toute la foule en émoi, parce qu'à Éphèse, il y avait une des 7 merveilles du monde antique, le temple d'Artémis. Et il y avait tout un tas d'artisans qui vendaient des petits temples en modèle réduit, un peu comme on trouve des petites tours Eiffel, ce genre de choses, et qui sont totalement catastrophés. Et on voit bien de l'anecdote, hein, dans l'anecdote que, en fait, les gens ne font pas la différence entre les premiers chrétiens et les juifs. Ça reste des religions orientales vues de Rome. Mais malgré tout, cette religion va connaître un certain succès puisque en 313, l'empereur Constantin se convertit au christianisme. Quelle est la position du peuple juif à ce moment-là ? Elle ne change pas beaucoup. Depuis 212, et l'édit de Caracalla qui accorde la citoyenneté romaine à tous les gens libres de l'Empire, les Juifs sont citoyens romains. Et en fait, il faut bien avoir conscience du fait que Constantin proclame le christianisme comme religion d'État, mais en même temps, il reste grand pontife de la religion traditionnelle. Hein. Donc, en fait, c'est un peu un statu quo. On peut même citer le fameux édit de Cologne en 321, qui nous apprend qu'il y avait des Juifs donc, dans la colonie romaine de Cologne. Et par cet édit, Constantin réaffirme le droit des Juifs à participer à l'administration de la colonie, c'est-à-dire à avoir des responsabilités. Et justement, les chrétiens vont devoir se distinguer de ces Juifs, y compris dans les premiers siècles de notre ère. Et il y a la pensée de saint Augustin, qui est l'un des pères de l'Église. Qu'est-ce qu'il pense des Juifs ?
Alors, saint Augustin, qui est lui-même converti un petit peu sur le tard, lorsqu'il rencontre Ambroise de Milan, exprime sa pensée dans la Cité de Dieu, qui va rester un des textes fondateurs jusqu'à saint Thomas, jusqu'à Thomas d'Aquin. En fait, lui, son idée, c'est que les Juifs doivent être préservés, ont le droit d'exister, en gros, mais à titre d'archivistes, c'est-à-dire de témoins des premiers temps du christianisme. C'est-à-dire ils existent, mais dans une position inférieure. Ils doivent être humiliés au sens latin du terme. C'est humilis, ça veut dire en bas. En bas. Tout à fait. Et alors, est-ce que la condition du peuple juif va changer au fur et à mesure où l'Empire romain devient significativement chrétien ? Je pense au code de Théodose en 438. Est-ce qu'on commence à distinguer les juifs d'un point de vue légal ? Alors, oui. D'abord, il faut bien voir que cette proximité avec les chrétiens ne change guère pour l'instant. L'archéologie a montré dans les nécropoles, notamment à Thessalonique au IVe siècle, qu'une tombe juive se distingue guère d'une tombe chrétienne, qu'il y a beaucoup de porosité, des conversions, des reconversions, d'un ensemble à l'autre, des débats théologiques assez poussés aussi. Les Juifs savent très bien ce que font les chrétiens savent très bien ce que font les Juifs, etc. Mais alors, après Constantin, on prend tout de même un certain nombre de mesures au fur et à mesure que progresse le christianisme. Par exemple, on interdit aux Juifs d'avoir des esclaves chrétiens. On interdit aux Juifs de construire de nouvelles synagogues. On leur interdit un certain nombre de métiers, de professions, par exemple avocat, tout ça. Alors tout ça se fait progressivement et c'est effectivement Théodose II en 438 qui formalise et qui regroupe tout cela. Finalement, on commence à avoir des discriminations à l'encontre des Juifs à ce moment-là, au 5e siècle, sur la fin de l'Empire romain. Est-ce qu'on peut commencer à parler de minorité ou est-ce que ce serait totalement anachronique ? Alors oui, c'est cela. Vous m'invitez là à prendre un petit peu de recul par rapport à cette question. Je crois que l'antijudaïsme, en fait, antique, va bien au-delà de l'antijudaïsme. Et il nous invite à réfléchir à différentes choses qui apparaissent à cette époque. À savoir, tout d'abord, les Juifs, en fait, sont l'image de la différence. Et dans un domaine particulièrement sensible, puisque c'est celui de la métaphysique, c'est celui du rapport de chacun à l'au-delà. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect politique qui est très important. On a vu que l'idée d'un État indépendant, d'un État juif, d'un État d'Israël est une notion qui émerge, qui se structure également à cette époque-là. Et Dieu sait si c'est une question d'actualité. Et enfin, au-delà même, bien sûr, je crois que c'est la grande entrée dans l'histoire de la notion de minorité, avec cette dualité altérité, infériorité, et l'idée qu'en réalité, une minorité ne peut pas exister si elle n'est pas protégée. C'est le sens des mesures de César, d'Auguste, etc. Bref, dans ce domaine comme dans tant d'autres, l'Antiquité a beaucoup à apprendre. Et ça, c'est certain. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Alors, l'Empire romain d'Occident chute en 476. C'est la fin de cet empire, mais il continue en Orient, centré sur Byzance. Quelle est la place des Juifs dans ce monde romain qui s'écroule ? Alors, on connaît des cas assez agressifs. Par exemple, Justinien, au VIe siècle, a procédé à des conversions forcées. Mais, il s'attaquait aussi aux païens. Il s'attaquait aussi aux païens. Les Juifs ont souvent une position tout à fait favorable. Par exemple, les médecins juifs sont extrêmement réputés, comme ils le seront d'ailleurs en Occident, puisqu'on va leur interdire les professions manuelles, et donc ils deviennent soit des financiers en Occident, soit des intellectuels. D'une manière générale, la position des Juifs en Orient est restée beaucoup plus favorable que ce qu'elle devient en Occident, même si, mais c'est une autre époque, sous les Mérovingiens et les Carolingiens, ils ont un statut en fait assez privilégié, parce qu'on a besoin d'eux. Justement, on en parlera dans le prochain épisode de cette série. Merci beaucoup François Lefebvre pour cet éclairage passionnant sur l'Antiquité qui permet de comprendre les prémices de ce que deviendra plus tard l'antisémitisme. Je rappelle que votre livre Histoire antique, Histoire ancienne est paru aux éditions Passé Composé. Merci à tous de nous avoir écoutés pour le premier épisode de cette série exceptionnelle sur les racines de l'antisémitisme. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite qui se passera au Moyen-Âge. Si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à le partager, à en discuter, à nous mettre des étoiles aussi, ça nous fera plaisir. Donc Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio, à la production Camille Bichler avec l'aide de Nathan Laporte, à la réalisation Pierre Casalo, à la direction artistique Julien Tarot, à la composition des musiques originales Julien Tarot et Sébastien Guidis, à la communication et la diffusion Kelly Decroix et Nathan Laporte. Et pour cette émission qui est filmée, nous avons en plus Thomas Bourgeois-Muller à la réalisation et pour les moyens techniques, Thibaut Desrobert. Merci à tous de votre fidélité. À bientôt au cœur de l'histoire.